À Charles de Gaulle, on a chopé un général, chef d'état-major israélien, également avec 2 tonnes de Captagon. C'est pas Poutine qui a installé des bases autour de l'Europe, c'est le contraire. C'est l'OTAN qui installe des bases. Monsieur Sarkozy était au Stade de France avec son pote le Qatari, là, le financier de Daesh. Or, on voit bien que les guerres qui nous sont faites sont des guerres de l'esprit, sont des guerres de l'intelligence, sont des guerres des mots. Vincent Renoir, qui a fait quand même 1 an de prison, là où un violeur ne les aurait pas fait. Le Messie, c'est d'autre que le fils de Marie. Donc c'est Jésus, oui, c'est Jésus qui doit revenir, qui est le Messie des musulmans. Les socialistes ou les radicaux socialistes au départ, sous la Troisième République, ont été au pouvoir, on a toujours eu des guerres, tout le temps. La doctrine officielle de Daesh, c'est un islam totalement déviant qui est en dehors de l'islam. La question de nos alliances au Proche-Orient, et notamment dans la péninsule arabique, avec les grosses pétromonarchies, mais les 2 principales étant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces gens ont passé des marchés avec nous, alors je ne sais pas si les marchés sont honorés, s'ils iront à terme, mais ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Nous sommes, d'une certaine façon, on a créé un système d'alliance qu'aujourd'hui beaucoup appellent à remettre en question. On sait très bien que c'est le Qatar qui paye Al-Nosra, qui finance Al-Nosra, donc Al-Qaïda. Il paraît que c'est Al-Qaïda qui a fait sauter les tours jumelles de Manhattan en 2001. Maintenant, ils font du bon boulot, hein, si j'en crois le ministre des Affaires étrangères. Et les Américains les arment, les soutiennent, éventuellement d'ailleurs les encadrent, leur envoient des conseillers. La Jordanie, alors ne parlons pas de la Turquie. Quant au royaume wahhabite saoudien, de toute façon le Qatar est aussi wahhabite, eux c'est plutôt Daesh. Enfin, tout ça s'est entremêlé. Il faut bien penser qu'entre Al-Nosra, Daesh et même l'armée syrienne libre, qui sont soi-disant des terroristes modérés, toujours selon M. Fabius, les distinctions sont assez faibles. Souvent, ils sont rivaux. C'est vrai que ces groupes, entre eux, s'affrontent. Parfois s'entretuent. Mais au fond, ils représentent une même idéologie. C'est comme des gangs mafieux qui se fracassent les uns les autres, mais parce qu'ils ont la même soif et le même objectif de pouvoir. Quelque part, ils partagent un objectif commun, en tout cas, ils ont un objectif commun, ils ont un intérêt commun quand même. Et le rôle, alors justement, c'est ça. Mais ils ont également, eux-mêmes, excuse-moi, ils ont également des parrains qui sont, l'un c'est la Turquie, l'autre c'est... Donc ils ont chacun, comme on dit aujourd'hui, leur agenda. Donc on tire un peu la couverture vers soi, c'est ça. Voilà, donc... mais il faut bien comprendre que ces groupes ne sont que des mercenaires, des exécutants, le cas échéant même des zombies, ceux qui viennent se faire sauter relèvent de la catégorie zombie. On parle souvent, enfin on en a parlé beaucoup avec Thierry Messant, mais ça se confirme apparemment de prise de drogue, du Captagon, de certaines drogues. Oui, Messant a été l'un des premiers à en parler très tôt. Ces gens-là, effectivement, ingurgitant le fond. En tout cas, on faisait ingurgiter les drogues. Vous voulez que je vous fasse rire? C'est une information, mais qui est passée dans des journaux sérieux. Je ne sais pas si c'est dans Le Point, Les Échos ou autre. On a arrêté à Beyrouth un prince saoudien. Avec 2 tonnes de Captagon qui étaient embarqués dans des valises dans son avion privé. Était-ce pour son usage personnel? Mais on va nous dire que ces gens-là n'alimentent pas parce que c'est le carburant des djihadistes. Oui, tout ça est fabriqué via la Bulgarie. J'ai vu, il y a des réseaux bulgares. Et attendez, mieux, c'est qu'à Charles de Gaulle, on a chopé un général, chef d'état-major israélien, également avec 2 tonnes de Captagon, dû aussi sans doute pour son usage personnel. Alors on ne sait pas ce que l'affaire est devenue, c'est une affaire diplomatique. Le gars a dû être gardé quelques heures dans un joli salon réservé, on lui servait son thé, son café, tout ce qu'on veut, et ses petits gâteaux, et puis après on l'a prié de repartir. Mais enfin bon, le gars a été pris la main dans le sac. Et je trouve quand même que c'est assez malvenu, c'est assez malséant, il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans, que celui qui prétend demain de nouveau se faire réélire s'associe à quelqu'un qui n'est pas un terroriste lui-même, mais dont le pays et le pouvoir pour lequel il travaille soutient
officieusement, mais aussi surtout officiellement, par les armes, par son argent, à la fois aussi bien d'ailleurs les mouvements djihadistes que les vagues d'immigration. Il faut quand même avoir le courage de le dire, j'espère ne choquer personne en disant que soit c'est Monsieur Soros, le fameux financier anglo-américain, qui avec l'Open Society Foundation finance chacun, un par un, la plupart des migrants, à hauteur de $10 000. Parce que c'est ce que coûte à peu près le transfert entre les multiples intermédiaires, les $10 000. Je pèse mon chiffre. Hein. Parfois c'est moins, parfois ça peut être plus, tout dépend d'où ils viennent. Et également le Qatar. Ces gens financent les vagues d'immigration qui viennent... qui vont fiche le bordel un peu partout en Europe, pas seulement en France. En France, on est même plutôt épargné. Alors, à croire que ces gens voudraient nous installer aussi la guerre civile, ou en tout cas on pousse, parce que d'un côté il y a les forces anti-arabophobes, islamophobes, qui sont largement entretenues, et puis de l'autre côté on pousse des vagues d'immigration, à croire qu'on a envie de déstabiliser complètement cette malheureuse Europe qui est déjà pourtant fort mal en point. Alors c'est-à-dire, est-ce qu'en plus on peut craindre que dans justement ces vagues d'immigration, il y ait des éléments justement de Daesh, l'État islamique qui s'infiltrent? Les chiffres ont été avancés dès cet été. Hein. C'était de l'ordre de 2000, 3000, plutôt 4000. On l'a vu. Là, il y a des à Beyrouth. Bonne information. Vous achetez un faux passeport syrien, mais un vrai faux passeport. Donc parfait. Hein, pour $50. D'accord. Ouais, donc n'importe qui peut se retrouver fait passer pour un Syrien, parce qu'il y a beaucoup de ces réfugiés dont on nous expliquait qu'ils étaient Syriens. Bon, permettez-moi de douter tout simplement, rien qu'au faciès, on va me dire. Il y a beaucoup des phénotypes différents, mais là vraiment, beaucoup d'immigrés qui viennent de Bulgarie, de Roumanie, qui se mêlent. Alors notamment donc là où on voit les femmes et les enfants, qui parfois sont d'ailleurs des musulmans. Hein. Mais on sait que ceux qui arrivent de Syrie abandonnent leur famille et sont surtout des jeunes hommes, hein, des jeunes hommes en pleine santé. Là aussi, je vais être désagréable, voire odieux, en disant que ce sont des gens, bien sûr, ils n'ont peut-être pas voulu rallier Daesh ou Al-Nusra, mais ce sont des gens qui n'ont pas voulu combattre non plus pour leur pays et pour défendre leur pays dans cette guerre terroriste. Vous voyez ? Donc, ce sont des gens qui finalement ont déserté aussi. Il faut peut-être voir les choses sous cet angle. Alors on va dire que j'exagère, oui peut-être un peu, je suis peut-être un peu partial, oui peut-être un peu beaucoup, mais il faut aussi avoir ce genre d'informations à l'esprit. Dans les États, ce qu'on appelle l'État profond, justement, cette notion, c'est-à-dire que dans un même gouvernement, il puisse y avoir des gens contradictoires, c'est-à-dire contradictoires. Ouais. Vous avez très bien défini, très bien, qui mènent des politiques indépendantes. L'État profond le plus connu, c'est l'État turc. Hein, ceux qui vendent des armes, qui font arrêter des gendarmes ou arrêter des magistrats parce qu'ils ont emprisonné des journalistes parce qu'ils ont publié les photos des transferts d'armes, même si c'est à petite échelle. Voilà, il y a des douaniers. C'était au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet, c'est douaniers donc arrêtent. Mais l'affaire n'est pas terminée. Et on fait renvoyer les procureurs, etc. Peut-être y a-t-il aujourd'hui un État profond en France, peut-être des mouvements dissidents, en tout cas aux États-Unis, c'est de plus en plus certain. Beaucoup se sont interrogés sur le rôle d'un État profond dans les affaires du 11 septembre 2001. On sait qu'il y a au Pentagone ou au département d'État de hauts personnages qui mènent leur propre politique. On sait que la CIA aussi a ses propres sources de financement et peut échapper à la tutelle du pouvoir, j'allais dire du pouvoir présidentiel, c'est le pouvoir central. Tout ne remonte pas jusqu'au président et il y a des échelons dotés d'une certaine autonomie. Je donnerai un exemple du temps des talibans en Afghanistan. Le Mollah Omar, c'est pas le Mollah Omar, c'est Mollah Omar, avait lancé une fatwa qui avait bloqué la production d'opium. En l'espace d'un an ou deux, l'opium était passé de 1200 tonnes. La dernière année, en 2001, la production d'opium était de 180 tonnes. 180. 3 ou 4 ans après la conquête par les États-Unis, on était à 2000-2500 tonnes d'opium.
Cet opium passe sous forme d'héroïne à travers l'Iran, mais plus encore par la Russie, où elle fait des ravages, 30 000 morts par an. Et on sait qu'elle arrive jusqu'en Europe. Alors on ne va pas refaire le détail du dossier, mais on sait très bien que c'est l'un des moyens de financement clandestin de la CIA, comme il y a eu l'héroïne et l'opium du Triangle d'Or, donc chez les Karen en Birmanie, au moment de la guerre du Vietnam, fameuse, tout le monde a en mémoire les avions blancs d'Air America qui transportaient, et puis même topo, même schéma avec les cartels de la drogue. Là c'est de la cocaïne colombienne. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. On retrouve à peu près les mêmes schémas, c'est-à-dire les financements occultes. Même si on n'a pas les preuves, il y en a. Il y a des gens qui ont les preuves, qui ont le dossier, mais là, il y a suffisamment aujourd'hui de présomptions, de faits concordants pour qu'on puisse dire ce genre de choses sans risque de se ridiculiser totalement. Oui, parce que ça c'est quelque chose, oui, effectivement, qui a été mentionné plusieurs fois, l'augmentation exponentielle de la production de drogue depuis l'invasion américaine. Donc, les talibans, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que les talibans, les braves mecs, non, mais qui étaient en fait, les talibans sont les Pashtuns, c'est l'ethnie Pashtun, pensaient qu'il y a un truc, c'était à être reconnu par la communauté internationale, à normaliser leurs relations au moment où on est venu les matraquer. Il faut le dire, Quand on dit les talibans, on fait la guerre à l'ethnie Pashtun. Et puis, il y a eu, alors, parce que juste avant cette guerre d'Afghanistan, on a connu un certain nombre de faits qui, on va dire, qui visaient l'État afghan pour le décrédibiliser de façon internationale. On a vu ces images de cette femme abattue dans le stade. Vous faites bien de me parler de ça. Rappelons-nous de ça, là on va faire un petit flashback, parce que j'ai l'impression que ça nous a préparé à la guerre d'Afghanistan, parce que on nous a quand même mis toutes ces images dans la tête, et c'était avant 2001, et ça a quand même contribué à se dire, c'est ce régime-là, finalement, il y a dégagé, quoi. Un grand journaliste américain, un gars qui avait travaillé pour CNN, qui a été l'un des derniers à rencontrer Ben Laden. Il a écrit un livre, et il dit, mais moi j'ai parcouru tout l'Afghanistan, donc j'ai vu partout des stades de foot, et j'ai toujours vu des gens qui jouaient au foot sur les stades de foot, et jamais d'exécution. Envoyez la pause. D'accord, ok. Écoutez, on nous demande de envoyer la pause, donc on va faire une petite pause et puis on revient juste après, il y aura un problème de son. A tout de suite, à vous.